Et justement, on parle de la France pour rester dans cette thématique. On revient toujours en rapport avec ce contexte électoral, la visite de l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron. Il a été reçu par le président Mahamat Idriss Déby. Il faut dire qu'à l'issue, du moins après cette visite, beaucoup ont considéré ou interprété cela comme un soutien de la France à la candidature du président Mahamat Déby. Et bien sûr, entre autres informations ou points discutés autour de cette visite, la principale décision, c'est bien sûr de cet échange, c'est le maintien en place des soldats français du côté du Tchad. On se demande déjà le timing de cette visite, principalement cette décision en ce qui concerne les soldats français, les enjeux, Dr Yamtimba. Écoutez, je crois que on a du mal à bien voir ce qui se passe dans nos relations avec la France. Le néocolonialisme, c'est quelque chose de très précis et de très fort. Nous passons souvent dessus, on s'imagine que c'est quelque chose avec quoi on peut jouer, mais on ne joue pas avec. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire, par exemple, qu'un pays décide de conserver son armée dans un autre pays sans lui demander son avis. C'est l'une des expressions les plus fortes du néocolonialisme. Ouais. Et donc, ce qui se passe là au Tchad, en ce moment, et attention, la question de la sécurité ou de l'insécurité dans le Tchad, en réalité, aujourd'hui, il y a une variable qui n'est maîtrisée ni par le pouvoir, ni par les parrains des deux dirigeants exécutifs du Tchad. Est-ce que autant les Américains vont tout faire pour soutenir le Premier ministre actuel, M. Masra, autant les Français comptent font tout pour que leur poulain, le général Déby, reste au pouvoir, autant malheureusement le peuple tchadien aujourd'hui, on le sent justement revendiquer un certain nombre de choses qui n'arrangent ni le Premier ministre au fond, ni le président, encore moins le président. Lorsque des gens disent qu'ils ne veulent pas de l'armée française, ils ne veulent plus de l'armée française au Tchad, compte tenu de l'expérience, à l'ouest du pays, le Niger, et un peu plus loin, au sud du pays, la RCA. La France est partie, elle a été chassée de tous ces pays-là. Et les Tchadiens sont quand même assez lucides pour se rendre compte que le Niger a quand même plus de liberté aujourd'hui. Il y a quand même une certaine souveraineté et un certain prestige international. Que le Tchad, qui était la RCA, qui était de façon endémique dans l'insécurité et dans l'incapacité du gouvernement à contrôler le territoire, aujourd'hui contrôle la totalité du territoire. Et on a des régions de la RCA qui n'ont pas vu de sous-préfet depuis une trentaine d'années, mais qui en ont reçu un ces dernières années. Donc je pense que cette variable donc est le peuple, il faut sérieusement en tenir compte parce que ce peuple-là, lui, manifestement, se dresse contre le politiquement correct auquel le Premier ministre et le Président ont souscrit. Cela présente un risque extrêmement important d'explosion, surtout en ce moment où le Président a décidé de la fermeture des frontières. Vous savez qu'il y a eu à l'ONU, je crois que c'était hier ou ce matin, il y a eu des tensions sérieuses entre le Tchad et le Soudan. Parce que le Tchad a fermé les frontières, ce qui bloque le passage de l'aide humanitaire, et du coup le Soudan s'énerve. Mais il y a des relations personnelles, d'ailleurs, familiales, entre le clan Déby et cette zone-là, et le Soudan, du fait d'un certain nombre de mariages contractés par le père de l'actuel président. Et tout cela fait désordre, mais surtout risquerait d'amener un certain nombre de forces, pour le moment pas très actives, des forces qui sont généralement des rébellions, certaines naissent spontanément, d'autres sont aujourd'hui en veilleuse, qui pourraient être réactivées parce que un certain nombre d'intérêts malheureusement sont mis à mal. La vérité est que la situation du Tchad est une situation potentiellement explosive, qu'on le voie ou pas.
Pourquoi? Parce que vous avez cette variable peuple. 2, vous avez une intrusion grotesque de la France qui vient, qui soutient un président de transition, alors que dans les 4 pays qui sont carrément à l'ouest de ce pays-là, elle n'a cessé avec tous ses partenaires de l'Union européenne, de l'OTAN, du G7, de marteler qu'il faut les élections dans les 6 mois, dans les 6 mois suivant le début de la transition. Lorsqu'on a vu que les 6 mois étaient passés, on a dit oui, mais vous ne devez pas, ceux qui conduisent les transitions ne doivent pas se présenter. Mais là, vous avez un soutien, quelque chose qui est une sorte d'adoubement. Parce qu'il ne s'agit pas d'un représentant spécial de la France, il ne s'agit pas d'un ambassadeur de la France, il s'agit du représentant personnel du chef de l'État français. Ça veut dire que c'est carrément le président français qui lui parlait. Et quand vous êtes représentant personnel du chef de l'État, quand vous dites une chose, c'est que vous en avez convenu avec le président. Donc, le président de la République française, après l'adoubement qui a eu lieu au moment où le général accédait au pouvoir, le rassure, réitère son soutien et lui dit « Nous sommes contents de vous voir à la tête du Tchad ». La raison pour laquelle cela choque, c'est que dans ce qu'on appelle les vieilles démocraties, je ne sais pas vieilles, à quel moment est-ce qu'à partir de quel nombre d'années on les considère comme vieilles, mais dans ces pays qui se considèrent comme des démocraties, vous auriez posé ce genre d'acte, on aurait considéré ça comme une intrusion dans le processus électoral. Parce que le processus électoral commence dès que le corps électoral est convoqué. Dès qu'on a fixé une date, le processus électoral, au fond, il commence. Donc la France, ouvertement, s'est introduite dans le processus électoral tchadien, a choisi son camp. Et ce camp qui est choisi, ces manœuvres-là, on les comprend aussi, parce qu'on sait qu'il y a des rivalités sourdes entre la France et les États-Unis dans cette zone du Sahel, jusqu'ils s'étendent d'ailleurs jusqu'à la mer Rouge, en tout cas jusqu'à l'Afrique orientale. Et que ce qui avait si vous fuitez dans les deals entre le Premier ministre et le président actuel, c'était que le Premier ministre devait contrôler, par exemple, tout ce qui était économique. Or, les Américains ont un besoin vital aujourd'hui de contrôler plus qu'hier, ou autant qu'hier, les hydrocarbures. Et le Tchad en possède beaucoup. Et le Niger, à un moment donné, qui envisageait d'utiliser le Tchad pour évacuer son pétrole, eh bien, sait très bien que tant que la France aura de l'influence au Tchad, ça n'arrivera pas. Donc, tout est fait pour que la France garde son contrôle, tout au moins du côté de la France. Et les Américains estiment que la France est devenue aujourd'hui un panier et il y a de l'eau qui fuit. Donc, ce panier qui est de l'eau qui fuit devrait être remplacé. Au fond, ils seraient fort heureux, les Américains seraient fort heureux que Success Masra puisse prendre sa place. Mais en fait, dans la situation actuelle, après la mort de Yaya Dillo et après le calme du FACT, il est assez difficile d'imaginer que Success Masra puisse finalement accéder au pouvoir à la suite de ces élections. Et il faut considérer qu'ils ne sont pas interchangeables. Parce que d'abord, ils n'ont pas les mêmes parrains directs, même si il y a le grand parrain américain qui finalement supervise tout, mais directement, ils n'ont pas le même parrain direct, le même parrain. Et la France lutte pour sa survie. Si elle perd le Tchad, parce que si la France perd le Tchad au profit des Américains, il y a nécessairement, les Américains auront du mal à contrôler le franc CFA, à maîtriser et avoir la même expertise à faire vivre le franc CFA que les Américains. Ça, c'est un. 2, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines et qui est extrêmement grave. La direction c'est-à-dire la direction de la BEAC incombe désormais à la RCA. Sauf que la RCA n'est pas un grand fervent, n'est plus un fervent partisan du franc CFA, du maintien du franc CFA. Et le gouverneur de la BEAC actuel
n'est pas, et ça c'est très important, ça n'a échappé à personne, n'est ni un administrateur civil ni un économiste. Parce que les économistes qui généralement sont succédés à la tête de ces institutions étaient ceux que Tunjan peut appeler les économistes FMI. C'est-à-dire prompts à accepter tout ce qui venait de l'Occident et qui leur était dicté. Là, vous avez quelqu'un qui est un ingénieur en informatique. Donc, un technicien pur qui comprend les choses quand elles marchent et produisent du résultat. Et son président à lui, donc le président du pays dont il est originaire, a adopté le Bitcoin en 2022, a été bousculé par la BEAC, mais a quand même persisté en prenant une loi sur la tokenisation. Et aujourd'hui, met progressivement en place les institutions qui vont permettre à cette politique-là d'éclore en RCA. Et je peux vous assurer, pour un certain nombre d'informations économiques qui circulent, nous avons aujourd'hui beaucoup d'entreprises chinoises, russes, et même certaines entreprises américaines attirées simplement par l'odeur de l'argent, qui disent, oui, mais bon, faites vos histoires, mais la RCA représente une opportunité, il faut qu'on y aille. Et il va y avoir des entreprises qui vont s'y installer cette année. Donc, du coup, la situation qui prévaut est telle que le soutien de la France agace davantage en Afrique centrale que ça ne rassure, contrairement aux apparences. Parce que le projet de fusion CEMAC-CEAC, pour lequel le Tchad depuis 3 ans est le pays qui traîne les pieds, eh bien ce projet-là, beaucoup de pays ont envie de le relancer et de le bousculer parce que ça permettrait de régler un problème grave comme par exemple la guerre entre la RDC et le Rwanda. Et ça permettrait de se débarrasser, parce que le cœur de ce projet, c'est la monnaie unique, de se débarrasser du franc CFA et de redonner donc le contrôle des exportations de matières premières à la CEAC, qui estime qu'il devrait encaisser 7 500 milliards de dollars chaque année, au moins, pour les matières premières exportées, alors que cette zone-là n'arrive même pas à faire un PIB de plus de 500, à peine de 300 milliards de dollars en valeur nominale, de 571 milliards en valeur, en pouvoir de parité d'achat. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que cette zone-là perd de l'argent, énormément, perd tellement d'argent qu'il est incroyable d'imaginer qu'on peut se perdre l'équivalent du PIB du Japon. Mais c'est ce que cette zone-là perd. Donc, les chefs d'État africains de cette zone continuent à penser qu'il faut aller dans un certain sens. Le Gabon et le Tchad font sérieusement problème dans cette zone parce que c'est des pays qui abritent des bases militaires françaises et les bases militaires ne sont pas là pour former les soldats locaux. Les bases militaires sont là pour protéger le franc CFA. D'accord. Et cette protection du franc CFA qui risque de voler en éclats si Success Masra arrivait au pouvoir, n'arrange pas la France, qui est obligée de faire des deals avec les Américains. Demandez-vous quel est le lien entre tout ce qui se passe au Tchad, au Gabon, cet envoyé personnel du président de la République, et les déclarations à l'emporte-pièce du président français sur l'Ukraine. Rien n'est pour rien. Ce n'est peut-être pas forcément la raison première, mais il y a un lien entre les deux. Et ça fait que, malheureusement, le Tchad, je sors par là, le Tchad est quelque chose qui embarrasse en Afrique centrale, parce que vous avez le président et le Premier ministre qui ne sont pas là pour une alternative à la tête du Tchad, c'est-à-dire en fait pour une poussée souverainiste, indépendantiste, etc., mais qui sont malheureusement les éléments d'un raisonnement par l'absurde néocolonialiste. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être, pour lequel il faut trouver une solution. Et je vous dis encore, le peuple tchadien est une variable que ne maîtrisent ni les Français ni les Américains. Et les dernières années, compte tenu des violences qu'on a vues, montrent que ni le Premier ministre ni le président ne maîtrisent cette variable-là. Et c'est très délicat. Merci une fois de plus à vous, Dr Yom-Timba, président Matomba. Eh bien, on le sait, officiellement d'ailleurs, alors que de plus en plus on demande le départ de ces troupes françaises du territoire du Moyen de l'Afrique, du côté du Tchad, alors qu'on pensait aussi à un changement radical, même sur le plan sécuritaire et militaire. On apprend
après le passage de cet envoyé spécial du président français, que les troupes françaises resteront bien sûr du côté du Tchad. On rappelle que le contexte qui nous intéresse, c'est bien sûr la présidentielle qui va se tenir dans quelques semaines. Madame Siké, il faut noter quelque chose de très important. Le système mondial aujourd'hui est conçu de telle sorte que s'il y a un seul président africain qui décide de lever la tête pour affranchir son pays ou affranchir, n'est-ce pas, son peuple, Oui. On peut réussir, n'est-ce pas, à l'éteindre sans trop de bruit. Il faut, n'est-ce pas, je ne dirais pas une fédération de présidents, mais il faut un certain nombre important, ou alors il faut que plusieurs chefs d'État en Afrique se mobilisent pour que. Oui. Pourquoi je le dis? Vous savez, ce qui se passe au Tchad ne devrait pas nous surprendre. On a un rappel qui n'est pas très long des derniers propos du maréchal Idriss Déby, oui. le père de Kaka. Oui. Et lorsque il faisait des déclarations, il commençait à prendre certaines mesures, on s'est dit pour plusieurs d'entre nous, là il est en train d'aller à l'abattoir. Mais on s'est aussi dit, il prend du courage de dénoncer ce que lui-même a fait. Comment on l'a utilisé. Et n'oubliez pas, Madame Siké, il est plusieurs fois revenu sur la France. Tout à fait. Ouais. Sur les manigances de la France. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le conflit est géopolitique, géoéconomique. Le Tchad, aujourd'hui, la situation du Tchad, la zone dans laquelle le Tchad est situé, est une zone stratégique. La position du Tchad, le Tchad reste un pays stratégique. N'oubliez pas que les militaires français, du moins ceux qui sont partis, qu'on dit être partis du Niger, à l'ouest du Tchad, sont passés par à l'ouest du Tchad, c'est-à-dire au Niger, sont passés par le Tchad. Par le Tchad. Et on a très vite vu un communiqué parce qu'il y a la population tchadienne qui s'agitait en disant on ne veut pas de la présence militaire française. On a vu un communiqué des autorités de l'état-major tchadienne qui disait que non, ils sont de passage et ils vont partir, ils vont sortir par le Cameroun. Oui. Bon, la suite, vous la connaissez. Du côté du sud, vous avez le Soudan. Et vous savez tout ce qui se trouve de ce côté-là. C'est un pays qu'on a très vite fait de porter la décision à l'ONU pour la division pendant que Israël et la Palestine demandent qu'on reconnaisse, on la reconnaît comme un État. Depuis plusieurs années, ça traîne. Mais pour un conflit qui pouvait se gérer dans un pays, on a dit, bon, oui, on vous divise, vous êtes 54 États en Afrique, ça fait le 55e État. Très vite. Mais alors, cette déstabilisation et cette présence militaire accrue étrangère dans d'autres pays, Madame Siké, ces présences servent à quoi au juste? Parce que, dans le fond, elles ne servent pas les intérêts des pays africains. Les preuves sont là. Après plus de 20 ans en RDC, nous allons certainement revenir dessus. Tout à fait. La RDC ne connaît pas pour autant la paix. En République centrafricaine, il a fallu qu'on demande à ces forces étrangères de partir pour que le Centrafrique commence à contrôler près de 97% de son territoire. Aujourd'hui, au Mali, il a fallu qu'on demande, n'est-ce pas, aux forces étrangères de partir pour que le Mali reprenne le contrôle de son territoire. Pareil pour le Niger et autres. Donc, ces forces étrangères n'apportent véritablement pas, ne contribuent en rien pour la paix, la consolidation, si vous voulez, la paix et la consolidation même de la paix dans ces différents pays. Donc, c'est pour dire quoi, Madame Siké? Que lorsque vous avez dans ces éléments, vous avez vu comment est-ce que le maréchal a été abattu. Au lendemain du jour où il a été abattu. Parce que lui, dans ses dénonciations du système France-Afrique, il était évident que le maréchal avait déjà pris une position irréversible.
Mais là, les Occidentaux ne pouvaient pas perdre le Tchad. Oui. Et quitte à éliminer le président, ils ne pouvaient pas perdre le Tchad. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite fait de repositionner quelqu'un qui allait peut-être se plier à leurs exigences. Et je crois même des panélistes sont revenus sur le curieux calme des FARC. Curieux calme. Oui. Des gens qu'on a toujours agités, c'est-à-dire quand le président prend une position qui est... allez, on a une rébellion qui est aux portes de N'Djamena. C'est vrai qu'ils étaient très virulents à l'époque du maréchal Idriss Déby. Ils sont aux portes de N'Djamena. Ouais. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ils vont entrer. Mais tout de suite, depuis, on n'entend plus parler. Tout à fait. On n'entend plus parler. Alors, il faut comprendre ce qui se cache derrière ces rébellions que nous dénonçons depuis toujours. Pourquoi le maréchal a été éliminé? C'était pour ça. C'est-à-dire ceux aujourd'hui qui sont dans la continuité, qui entretiennent la continuité de ce système, n'ont-ils pas compris pourquoi le maréchal se battait pendant ces derniers jours? Parce qu'en fait, c'est une deuxième mort du maréchal Idriss Déby qu'on est en train de vivre. La continuité et l'entretien de ce système, c'est une mort, une deuxième mort du maréchal. Et puis, Madame Siké, il y a un élément très important. Non, détrompons-nous, l'Amérique et la France ne s'affrontent jamais sur un territoire, particulièrement en Afrique. Ce sont des alliés. Quand un est en mal, l'autre prend le relais. Vous savez, nous avons aujourd'hui la preuve que les États-Unis sont véritablement... C'est cette puissance-là qui domine complètement l'Europe. Qui dit à l'Europe, vous allez à gauche, l'Europe va à gauche. Vous allez à droite, l'Europe va à droite. Vous allez derrière, vous rentrez en arrière, l'Europe rentre. Vous avez vu comment ils ont interdit, plus ou moins, à l'Europe d'entrer en possession du gaz russe. Qui souffre aujourd'hui? C'est l'Europe. C'est l'Europe. On se précipite, on fait semblant, ou alors on prend des sanctions qui nous pénalisent et qui ouvrent au nom de je ne sais quoi, d'une guerre bizarre, c'est-à-dire de quelque chose. Donc, là qui dicte la loi, c'est l'Amérique. Et ce qui se passe au Tchad, en fait, ils ont toujours été des partenaires. Ils sont des partenaires. Ils tirent les ficelles de tous les côtés. Si un est en perte de vitesse, l'autre agit de l'autre côté. Donc, ce sont des partenaires qui, ma foi, se partagent, n'est-ce pas, le gâteau. Et puis, il faut comprendre que c'est des positions qui leur permettent d'affirmer leur supériorité dans le monde. Parce que tant que on sait que le Tchad, il y a un certain nombre de pays africains qui sont contrôlés par les États-Unis. Bon, la France, les États-Unis, c'est la même chose. La France, les États-Unis, ben, tenez-vous tranquille, ça fait partie de, n'est-ce pas, de la puissance américaine. Vous savez que les Américains, et c'est pour cela que je les aime parfois, ils nous ont montré généralement dans les films, ils nous démontrent dans les films leur puissance. Ils nous montrent comment ils sont un peu partout dans le monde, comment ils peuvent intervenir un peu partout dans le monde et comment ils gagnent toujours les batailles. Et vous tenez-vous tranquille, dans tous les films américains que vous verrez qu'ils gagnent toujours les batailles. Mais dans la réalité, vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais gagné une seule guerre. Les seules guerres qu'ils gagnent, c'est dans les films. Allons au Yémen. Allons même en Irak. Allons en Afghanistan. Et maintenant, en Ukraine. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le seul endroit où ces gens gagnent vraiment les guerres, c'est dans les films. Et on revient donc pour montrer combien le Tchad, en fait, est un pays stratégique. Ils ne peuvent pas perdre. Ils perdent le Tchad, ça veut dire qu'ils vont perdre le Soudan. Okay. Ça veut dire que le Niger, parce que jusqu'à présent, le Niger reste un pays en danger. Tant que son voisin de l'Ouest, le Tchad, son voisin de l'Est, a, n'est-ce pas, des armées ou une armée étrangère sur son territoire. Vous verrez que les incursions commenceront par là, comme on a toujours vu et comme on a toujours connu. Donc cet envoyé spécial Jean-Marie Bockel, qui s'est retrouvé de façon improvisée
au Tchad. Mais pas hasardeuse. Non, elle n'est pas là, sa présence n'est pas hasardeuse. Ouais. Donc, tout est préparé. Bon, et puis, il fait les déclarations à la place des autres. Il dit, bon, voici la présence militaire. Des militaires français resteront en France. Bref, après, c'est-à-dire qu'au-delà de son rôle d'envoyé spécial, il devient même le porte-parole du gouvernement tchadien. C'est-à-dire, il dit, voilà, les militaires vont rester et tout un tas. Ça veut dire qu'il y a eu déjà ces accords et c'est au prix de ça. Parce que quand on regarde un peu, on se poserait la question, qu'est-ce que Kaka a donné en échange? Il y a quelque temps encore, au temps du maréchal, le Tchad était considéré, on commençait à appeler le Tchad le gendarme, n'est-ce pas, de l'Afrique. De l'Afrique. Avec, quand il y a tel conflit à tel endroit, où très vite, Déby envoyait des hommes pour aider, pour faire ceci, pour faire cela. Mais après, Déby lui-même a commencé à dire des vérités, a pris conscience et a dit, mais tiens, finalement, on utilise le Tchad et ce n'est pas pour autant que la situation économique du Tchad est en train de changer. Madame, c'est que n'oubliez pas que c'est l'un des rares pays au monde qui a 500 généraux. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion de visiter ce pays-là. Et vous voyez dans quelles conditions les populations vivent. Mais alors, les gens doivent comprendre que même avec 500 généraux, lorsque le peuple va décider de se lever complètement pour dire non à cette colonisation ou alors cette néocolonisation qui, si vous voulez, qui persiste, ce peuple-là aura gain de cause. Vous voyez, jusqu'à preuve de contraire, il y a toujours des manifestations des populations tchadiennes qui demandent le départ de l'armée française, qui demandent même le départ de la France. Et ne perdez jamais de vue qu'aujourd'hui, il est souhaité que le Niger, le Mali, le Burkina échouent. Parce que si ces pays échouent, la France aura raison. Et pour ça, il faut donc contribuer même à travers les partenaires proches, externes, pour que ces pays puissent échouer, que la déstabilisation puisse continuer. Si on commence à faire une razzia de ces forces étrangères qui sont dans nos différents pays, vous verrez ce qui va se passer. On commencera à avancer vers quelque chose de solide et de clair pour les populations. Merci à vous, Président Matomba. On va vous retrouver, Linda Labarui, une fois de plus, le temps de permettre à notre invité qui nous a rejoint sur ce plateau de souffler. Linda Labarui, on l'a dit sur ce plateau, en rapport bien sûr avec cette décision entre la France et bien sûr le Tchad. Le Soudan, du moins le Tchad est un pays stratégique qui perd, la France perd le Tchad, elle perd également le Soudan. On l'a également dit, c'est un conflit géopolitique mais géoéconomique également, alors que au Tchad aussi, on dénonce un certain nombre de trafics aux abords du Tchad. On a pris l'exemple du Soudan. On assiste à une insécurité, du moins à un conflit de ce côté-là. Et on nous parle de maintenir ces militaires français sur le territoire. Les enjeux sont tout autres. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que les enjeux concernent un peu plus justement ces pays alliés, on va le dire comme ça, la France, les États-Unis, que le Tchad lui-même. Il ne peut vous donner que contre ce que vous avez comme force. Et le Tchad, actuellement, n'a aucune force. Contrairement, justement, au Mali, Burkina et puis le Niger, eh ben le pouvoir a été pris par la force, et c'est par une force militaire, et c'est cette force militaire qui a décidé de protéger le pays. Jusqu'à aller en guerre, s'il faut. Mais il faut quand même conserver cette souveraineté qu'on a réussi à acquérir avec la force. Eh ben, Mohamed Idriss Déby n'a pas la force, puisqu'il a été mis, donc sa force, il l'épuise de ceux qui l'ont mis en place. Il ne partira que si ces gens-là décident qu'ils partent. Et puis, si on décide de le remplacer, c'est à leur convenance. Si on décide de le laisser en place, eh ben, il restera en place. Je vous ai envoyé quelques documents, justement, qui concernent le dossier soudanais.
et ce qui se passe actuellement par rapport au Tchad, puisque le Tchad est très très impliqué. Donc je reste sur mon opinion. C'est Mohamed Idriss Déby, si on voit qu'il peut être limogé au niveau international par rapport au scandale soudanais, il va dégager. Il y a d'autres raisons et aussi il n'y a pas que celle-ci, mais la principale c'est celle-ci. Mais sinon on va le garder. Mohamed Idriss Déby, c'est l'homme des États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis. Il était proche de la CIA. Et puis, quand son père est décédé, c'est le Pentagone qui lui a arrangé le coup pour prendre le pouvoir. Macron a couru au Tchad pour négocier les intérêts français uniquement. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Occident qui est complètement soumis aux États-Unis. Ça fait un seul bloc. On peut plus parler de l'armée française, on parle de l'OTAN, puisque la France est dans l'OTAN et l'armée française à elle seule est très affaiblie. D'ailleurs, au Niger, au Mali, il y avait les Italiens, il y avait les Allemands, ils ont ramené tout le monde. Donc, on peut plus parler de l'armée française. Et on peut pas parler non plus de la France. On parle de l'Union européenne. Et l'Union européenne, jusqu'à là, c'était von der Leyen qui décidait. Ce n'était pas Macron qui décidait. Quand les États-Unis parlent, ils parlent à von der Leyen. Et c'est elle qui prend les décisions, que ce soit pour la crise Covid ou pour la crise ukrainienne, c'est-à-dire là où il a fallu dépenser beaucoup d'argent. Ce que nous avons aujourd'hui avec ce problème tchadien, c'est que le Tchad, il faut le maintenir dans une stabilité totale, puisque c'est pas à partir de là que l'Occident est en train de déstabiliser le reste, et puis non seulement déstabiliser, mais essayer de revenir dans le Sahel. Plus la Russie s'installe en Afrique, plus la France essaye de s'impliquer davantage dans le problème ukrainien, ça on le remarque aussi. Donc il y a un jeu géopolitique qui est en train de se jouer. Le Tchad, il faut pas déstabiliser, ça n'arrange pas l'Occident. Sinon il pourrait plus opérer, parce qu'il faut savoir quand même qu'au Tchad il y a un vide politique total. Si jamais ça part en débandade, il n'y a pas un parti politique ou un leader ou quelqu'un qui peut essayer de maintenir la population dans le calme quand il faudra. Ça partirait forcément en guerre civile, et puis là ça va toucher tous les pays autour. Ils sont déjà affaiblis, c'est des pays faibles, c'est pas des pays qui ont une économie forte où ils peuvent ouvrir la porte à des migrants ou à des réfugiés, tout ça. Donc ça va déstabiliser tout le reste. Et le Tchad est proche de la mer Rouge. Et nous voyons actuellement la bagarre et la guerre qu'il y a contre les Houthis, et les Houthis contre l'Occident, justement pour la domination de la guerre de la mer Rouge. Par quoi les États-Unis ont dominé le monde? C'est l'axe mer Méditerranée-mer Rouge. S'ils perdent cet axe-là, c'en est fini avec les États-Unis. Et c'en est fini également avec leurs alliés. Les États-Unis ont fait en sorte d'être plus forts que leurs alliés. Et pour pouvoir les dominer, les maintenir sous leur coupe, et puis profiter de leur influence, comme profitent les États-Unis de l'influence française en Afrique, par exemple, ou le Commonwealth aussi par rapport aux Anglais. Et le Commonwealth, il profite aussi de cette alliance-là. Donc les États-Unis, s'ils perdent la mer Rouge, ils vont perdre leur hégémonie totale sur l'Atlantique et l'Indo-Pacifique, parce que c'est cet axe-là qui est important pour eux. Et la France donc aussi. Alors le Tchad, il faut pas que ça parte en guerre civile. Il y a déjà une guerre en Somalie, il y a la guerre en Libye, il y a la guerre au Soudan, et tout ça est géré à partir du Tchad. Il y a aussi la déstabilisation du Sahel par rapport au terrorisme et tout ce qui est toutes les attaques qu'on a vues dernièrement, ça passe forcément par le Tchad. Donc il y a tout ça qui fait que ils vont choisir quelqu'un qui pourra maintenir la population au calme, et puis ils vont pas aller jusqu'à provoquer une guerre. Et il faut savoir quand même que toutes les révolutions, tout ça, c'est très très bien géré. On sait aujourd'hui que
Soros qui est derrière, mais avant Soros, l'idée d'avoir des rébellions continues et des révolutions continues, il faut lire un petit peu ce que Moussa Hess, c'était un Allemand, proche justement du banquier Jacob Schiff, et c'est lui qui a eu cette idée pour pour essayer de garder un pays sous la gouvernance de l'impérialisme international. Donc il y a tout un programme derrière, c'est très très bien géré pour le moment, mais le Tchad, moi encore une fois, je pense que ça va être l'un ou l'autre, peu importe, mais ça va être aussi les intérêts occidentaux. Les bases étrangères resteront, sauf si le pouvoir est repris par l'armée tchadienne, et c'est pas demain la veille, puisque l'armée tchadienne était représentée par Idriss Déby, aujourd'hui par son fils. Donc c'est eux qui ont le pouvoir sur l'armée, contrairement à l'armée malienne qui était quand même assez indépendante de la présidence. Et par rapport aussi au Burkina, par rapport au Niger, on a vu aussi comment ça a changé. Le Tchad, c'est pas le cas. Le Tchad s'est bien maintenu. Et quand Idriss Déby a dénoncé ce qu'il a dénoncé, lui-même a fait en sorte que l'Afrique se retrouve dans cette situation aujourd'hui, et le Sahel surtout dans cette situation. Donc son fils est dans la même continuité, sauf que là, c'est plus la France qui est devant, c'est les États-Unis, mais ça restera comme ça. Merci. Linda Labarbe, merci pour cette analyse. On poursuit sur le plateau, d'ailleurs on sort avec cette thématique avec vous, d'Alvaris Goudjou sur ce plateau. Déjà bonsoir et merci d'être là. Je vous accueille directement avec la thématique du jour. Et bien en lien bien sûr avec cette présidentielle qui s'annonce du côté du Tchad. On parle d'une candidature de Succès Mahamat, mais on sait également qu'il y a la confirmation de la candidature parce qu'il a déposé déjà le président Mahamat Déby. Alors que vaut ce soutien de la France aujourd'hui aussi après cette visite de l'envoyé spécial du président, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron, visite à la suite ou alors de laquelle justement l'on nous a annoncé que la France allait maintenir sa présence militaire au Tchad. Bonsoir Manuela. Bonsoir. Éminent compagnie, je m'excuse, embouteillage. Maintenant, par rapport à la thématique, je dirais que ce serait important de regarder. Vous avez bien remarqué que Jean-Marie Bockel s'est entretenu pendant plus d'une heure. Plus d'une heure, c'est pas pour parler que des élections. Il y a des éléments plus importants quand on fait le jeu d'échecs au niveau politique à ce niveau. Il y a cela à peine quelques semaines, on a assisté à l'assassinat de Yaya Dillo. Et environ presque 2 semaines avant l'assassinat de Yaya Dillo, le président tchadien actuel était à Moscou. Il s'est exprimé, il a échangé avec le colonel Vladimir Poutine, où il disait qu'il parlait au nom d'une certaine souveraineté. Et les éléments, les dispositions ont été prises pour que le meilleur des opposants au pouvoir actuel en N'Djamena meure dans des conditions tragiques. Et les gars reviennent encore en N'Djamena actuellement, vous voyez ce que nous sommes capables de faire. Moi, c'est comme ça que j'ai dit ça. Vous voyez ce que nous sommes capables de faire si vous ne marchez pas avec nous. Pourquoi? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le voyage à Moscou du président tchadien n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et pour cela, aussi, parce qu'il y a de cela quelques mois, on a mis sur lui un certain nombre d'éléments de pression, notamment Succès Masra, très proche des Américains, et en réalité, qu'il n'a pas accepté de gaieté de cœur. Il y a, comme j'ai expliqué dans une précédente émission ici, il y a un certain nombre d'éléments que l'on a utilisés pour obliger, entre guillemets, le président tchadien actuel à accepter que son opposant, le plus dur d'alors, à savoir Succès Masra, soit le Premier ministre. Et dans les négociations qui avaient été faites, qui à Paris, qui à Dakar, et pour terminer à Kinshasa, il était question que Succès Masra puisse avoir une influence importante sur les ministères de souveraineté, notamment le ministère des Affaires étrangères, notamment le ministère des Finances. Jusque-là, le président tchadien a quand même en train de tenir tête. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, comme je l'expliquais, ça fait près de 4 mois au Tchad que les salaires ne sont pas passés, dont l'économie est extrêmement exempte. Et maintenant, le président tchadien de dire, si vous me faites de la pression comme vous le faites à Paris, si vous me faites du chantage comme vous le faites à Paris parce que les élections approchent, il doit faire la campagne du MPS, mais de 2, il doit organiser des élections. Lui, il prend son avion, il va à Moscou pour montrer à Paris et les Occidentaux qu'il a autre choix que au cas ils sont en train de faire la pression. Et maintenant, quand il est rentré, on lui a fait comprendre qu'on peut avoir des éléments plus importants. Parce que, en fait, c'est presque rare, dans très peu de pays, sinon aucun pays au monde,
quelqu'un ne peut prendre des hommes armés, aller attaquer le siège de la... Moi, je connais le siège de la NS. Je connaissais le général à l'époque, le général Didier Salé, qui était le directeur, il est aujourd'hui à la présidence. Okay. Vous ne pouvez pas attaquer le siège des services secrets avec un véhicule. Okay. Et ça ne se fait pas. Il faut être suicidaire. Et quand les gars partent attaquer, il y a des morts. Et on se dit que les gens qui ont attaqué sont forcément les gens du parti de Yadjilo. Mais il n'y a aucun élément de preuve. Tout le monde peut le faire. Je peux aller attaquer, je dis que c'est Manuela qui m'a envoyé. Ou même si on me tue, on se dit que non, c'était Manuela. On va maintenant brûler la maison, alors qu'elle n'y connaît pas grand-chose. Et on a utilisé ça comme un élément de pression. Donc moi, je ne pense pas que les gars sont... C'est comme on dit, un service après-vente. C'est des éléments de pression en négociation internationale. C'est-à-dire, vous venez faire comprendre à l'autre élément que vous avez vu ce que nous sommes capables de faire. Les élections sont dans 2 semaines. Nous avons laissé que votre candidature passe. Si vous marchez avec nous, on peut vous soutenir. Si vous ne marchez pas avec nous, on peut faire pire. Et justement, le pire est là. C'est qu'il y a une épée de Damoclès. Quand lui, il est chef de l'État et son premier ministre il a d'abord fait une campagne pour le référendum qui est passé. Oui. Et potentiellement, sur ces massacres, il n'a pas écarté ta candidature. C'est-à-dire, il marche avec vous dans la même maison, il mange avec vous le même plan, mais il dit que je suis aussi contre vous. Donc, il y a une épée de Damoclès qui est sur la tête du président. Et les Français lui disent, OK, nous pouvons faire ce que tu passes. Moi, c'est la lecture que je fais. Mais maintenant, il faut regarder de l'autre côté, des 2 bouts justement du continent africain, de l'ouest à l'est. Premièrement, de l'ouest du côté du Mali, il y a des éléments russes qui sont là. Et l'objectif, justement, parce que quand on parle de l'AES, c'est toute la zone sahélienne. Et la zone sahélienne qui de l'ouest jusqu'au Soudan. Or, n'oublions pas qu'il y a de cela à peine quelques mois, il y a des négociations qui étaient très avancées. Entre la Fédération de Russie et le Soudan pour qu'il puisse avoir une base russe à Port-Soudan et une base russe, c'est très rare. Parce que oui, à Tartous, en Syrie, il y a cela. Et un des objets importants de la guerre en Ukraine, c'était la base russe qui se trouvait en Crimée, qui est la base, le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Donc, ils aimeraient mettre une base là-bas à Port-Soudan, et surtout dans les autorisations, ça va un peu venir un peu dans le prochain sujet, dans les autorisations paraffées en projet entre le Soudan et la Fédération de Russie, c'est qu'il y avait une possibilité de faire amarrer les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ça veut dire qu'il y avait une possibilité qu'ils puissent avoir des engins nucléaires au Soudan. Ce qui est très important, c'est que le Soudan est en Afrique, mais le Soudan a une ouverture sur la mer Rouge. C'est-à-dire quand vous êtes de ce côté du Soudan, que ce soit le Soudan ou que ce soit à Djibouti, vous avez une possibilité de frappe sur pratiquement tout le Moyen-Orient, du Moyen proche ou du Moyen lointain. Or, un des États extrêmement puissants du Moyen-Orient, qui est aujourd'hui au bout de la CA et des Américains, c'est l'Égypte. C'est un élément à ne pas oublier qui est justement en frontière avec le Soudan. C'est pourquoi je suis d'accord avec une partie de l'analyse de notre Macopaï tout à l'heure qui dit qu'en réalité, le Tchad ne peut pas lécher les doigts et dire qu'il ne connaît rien dans ce qui se passe au Soudan. Quelque part, on utilise le Tchad pour déstabiliser d'une manière ou d'une autre le Soudan. Parce que s'il y a un ordre puissant au Soudan qui concrétise cet accord avec la Fédération de Russie, et c'est exactement le même principe. On fait comprendre aux Soudanais que vous avez essayé de marcher avec Moscou, vous voyez ce qu'on peut faire. Parce que n'oublions pas, à l'époque d'Omar el-Béchir, le Soudan était très proche de l'Iran. L'Iran avait investi au Soudan, je crois que c'était autour de 100 millions de dollars, dans les industries de fabrication d'armements. On a pris toutes les dispositions pour pouvoir neutraliser cela. Et pratiquement, c'est comme ça que les Américains fonctionnent par le monde entier. Ça veut dire, on fait comprendre que voici ce qu'on peut faire si vous essayez de faire ceci. Voici ce qu'on peut faire. Et vous, même dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est pratiquement le même principe. Ça veut dire que les gars, enfin, on appelle ça les signaux. Dans le monde, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, ce sont les signaux. Ça veut dire que c'est comme si un enfant, un voisin, vous dit, tu me provoques déjà, et si tu continues, il te dit, mais un enfant meurt chez toi. Il te dit que voici ce que je suis capable de faire. Et avec ça, il utilise pour atteindre les pressions. Donc moi, je pense pas que la France est dans son rôle géopolitique. La France est en train de perdre un certain nombre d'éléments en Afrique de l'Ouest. Et la France a besoin de maintenir la présence française au Tchad. Puis c'est la plus grande base. Parce qu'en réalité, que ce soit à Abéché, que ce soit à Fara-Largeau, que ce soit à N'Djamena, puisque c'est l'un des rares pays en Afrique où vous avez une force de projection des hommes sur place, mais surtout vous avez des chasseurs bombardiers. Ça veut dire, dans tous les pays, là, que ce soit ici à Abidjan, que ce soit à Libreville, c'est les forces de projection, c'est les éléments, c'est les fantassins. Alors que le Tchad est vraiment stratégique, non seulement parce que ce n'est pas loin du Soudan, je vous parle encore de la mer Rouge tout à l'heure, mais aussi et surtout, n'oublions pas que les gars qui participent aujourd'hui, que ce soit à déstabiliser le Cameroun, dans sa force, dans sa partie extrême, à déstabiliser le Nigeria. Tous ces gars qu'on appelle les djihadistes là, c'est les gars qui sont formés, qui sont utilisés par les forces occidentales pour atteindre les objectifs géopolitiques. Or, la plupart de ces éléments habitent dans ce qu'on appelle les no man's land, notamment le sud de la Libye,
le nord du Tchad et l'ensemble de ces zones sahéliennes-là, jusque dans la zone des 3 frontières. Parce que ce sont les zones où ces différents États n'ont pas vraiment une certaine puissance, c'est pas une certaine autorité, et les puissances occidentales exploitent ça pour atteindre les objectifs. Sinon, qu'est-ce qui justifie la présence? Parce que les Américains font tout. Hein. Ils ont lâché les Français, pour cela. Ils veulent à tout prix qu'il y ait une base à Niamey pour maintenir leur base de drones. Mais pour maintenir les drones là-bas, vous n'avez pas les intérêts. Les drones, ça ne regarde pas forcément dans la zone du côté de l'océan Atlantique. C'est pour regarder dans le désert. Mais qu'est-ce que vous regardez dans le désert si vous n'avez pas les intérêts? Merci à vous, Delvaris Goudjou. Et c'est d'ailleurs avec cette analyse qu'on va sortir de cette première...